Okay, hello everybody. I'm Cedric Carbon, and I will speak today about Hadoop Big Data on the Eclipse. Firstly, I want to know if anyone in here don't speak French, don't understand French. Tout le monde parle français? Je vous propose de le faire en français. Donc on va parler pendant une petite demi-heure sur Hadoop et Eclipse et les outils qu'on fournit. Donc je suis directeur technique de Talend. Je suis également au conseil d'administration de la fondation d'Eclipse et du consortium OW2, donc de consortium open source. Et mes intérêts sont autour de la data intégration, tout ce qui est ETL, intégration de données opérationnelles, qualité de données, master data management, ESB, et le sujet d'aujourd'hui, Big Data et Hadoop. Alors, déjà, qu'est-ce que le Big Data? Donc en fait, dans notre monde, ça évolue pas mal. Le Gartner, fin d'année dernière, estimait à plus de 50 gigaoctets de données par personne sur Terre. Donc en tout, ça fait 300 exabytes. Donc ça fait pas mal d'infos. Et ils disent que ce même volume d'informations, c'est ce qui va être échangé en 2020 via Internet entre nous. Donc tout ça, ça fait beaucoup de données et surtout, il faut des outils pour être capable de traiter ces données-là. Dans la business intelligence a pas mal aussi évolué. Avant, on essayait de voir quelles sont les questions qu'il faut se poser, quelles sont les questions qu'il faut essayer de résoudre dans mon business. Pour ça, on va faire des modèles et pour ça, on va essayer de capturer les informations pour pouvoir alimenter ces modèles et suivre ces reports. Avec le Big Data, c'est un peu différent. Maintenant, on a plutôt tendance à dire j'amasse tout, je récupère tout, et via toutes ces données-là, j'arrive à trouver des nouveaux moyens de faire du business, j'arrive à trouver des nouveaux moyens de résoudre des éventuels problèmes. Donc, le Big Data est arrivé. Alors, souvent dans le Big Data, on voit le volume. Alors, le volume, qu'est-ce que ça veut dire large, que ça veut dire un large dataset, ça peut être des gigas, ça peut être des hexas, ça peut être des pétas, enfin ça peut être un certain nombre de métriques. Et on peut pas dire quand on fait du gigabyte qu'on fait du big data. C'est pas le seul élément qu'il faut prendre en compte. En fait, ça va être une combinaison de différentes dimensions. Donc, par exemple, la velocity, c'est ces données-là, en fait, à quelle fréquence je les récupère? Est-ce que c'est du real-time? Est-ce que c'est du change à capture dans des bases de données qui vont me récupérer un nombre hallucinant d'informations? Ou est-ce que c'est des choses qui vont arriver en batch toutes les nuits? Donc, combien de temps je vais avoir pour pouvoir analyser ces nouvelles données? Donc, quand on a à parler de Big Data, il faut aussi avoir en tête le nombre de données, mais aussi le temps que j'ai pour les processer et tous les combien je dois le faire. Après, il y a aussi la variété à prendre en compte. Des fois, quand tout est dans la même base de données, on a des possibilités d'optimiser, de faire des traitements directement à l'intérieur de la base de données. Souvent, dans le big data, il y a des choses qui viennent d'à droite à gauche. Donc là, il faut étudier aussi quelles sont mes sources de données, où c'est que je veux publier les résultats. La complexité. Alors, si jamais je fais juste de la réplication de données, juste de la copie de données, c'est pas du tout consommateur et ça va être assez simple. Si maintenant je vais faire des algorithmes compliqués de déduplication dans mes données qui vont convertir de la phonétique, de mes noms pour pouvoir dédupliquer mes clients par exemple, ou il y a pas mal d'algorithmes savants mais qui sont très complexes. Donc c'est-à-dire que si jamais j'ai beaucoup de traitements à faire sur mes données, même si j'ai pas des pétaoctets de données, des fois je vais avoir besoin de faire du big data. Alors aussi en fait j'en rajoute deux. La validation, alors souvent c'est oublié, tout ce qui est qualité de données. Souvent mon but c'est je récupère des données, je les charge dans les bases et c'est fini. En fait, la mauvaise qualité des données dans le big data, c'est pire qu'ailleurs.
parce que vu qu'on a énormément de données et que la mauvaise qualité, vous savez, c'est un peu comme un virus, hein, c'est très contaminant, donc ça va très très vite pour une fois que c'est rentré dans mon système d'information, après pour réussir à la nettoyer, c'est très compliqué parce qu'elle va être arrivée dans toutes les applications de mon système d'information, dans les ERP, les CRM, etc. Donc, il faut souvent, à l'entrée, réussir à mettre un firewall, un data quality firewall, qui va aller valider les données et être sûr qu'elles sont de bonne qualité, qu'on va pouvoir leur faire confiance. Et le dernier, c'est le lineage. Alors le lineage, en fait, dans le big data, à la fin, on va faire quelque chose de ces données-là. Et c'est toujours intéressant de savoir d'où elles viennent pour pouvoir tracer la donnée jusqu'à sa source. Donc tout ce qui est data lineage, ou même faire de l'impact analysis dans l'autre sens, c'est-à-dire savoir cette donnée-là, si je la change, quels sont les impacts que ça va avoir. Donc avec toutes ces dimensions-là, on va avoir différentes façons de traiter le big data. Donc pour parler de Talend, en fait, on a différentes technologies. Des fois du pur Java, plus ou moins parallélisé. Je parlais tout à l'heure avec la variété, si tout était dans une grosse base de données, un Teradata, un Oracle ou enfin même une base de données open source, hein, si c'était dans une grosse base de données, on peut faire ce qu'on appelle de l'ELT. Donc la différence, tout le monde connaît l'ETL, Extract, Transform, Loading, c'est j'extrais les données, je les transporte sur mon serveur d'ETL, je les transforme et je les transporte sur ma cible pour pouvoir les charger. Le loading. L'ELT, c'est on inverse le L et le T, c'est Extract, Loading, Transform. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on va extraire les données, tout de suite les mettre dans on va dire un espace de staging, un espace temporaire sur ma cible, et on va faire les transformations après. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir besoin de transporter mes données sur mon serveur ETL pour faire les transformations, puis après de les retransporter sur ma cible. Je vais les faire directement là où elles sont dans mon staging. Donc souvent, c'est dans le cadre de bases de données. Et là, en fait, ce que va faire l'outil, c'est générer du SQL. Et donc toutes les transformations vont être générées en SQL et vont pouvoir tourner directement au plus près des données, c'est-à-dire dans la base de données. Et bien sûr, la dernière dont je vais parler, je vais m'intéresser plus aujourd'hui, c'est Hadoop. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors tout de suite, quand on parle d'Hadoop, faut pas croire que c'est des projets qui vont coûter énormément cher. Alors souvent dans le big data, il y en a pas mal qui essayent d'en profiter, d'en tirer un maximum, mais on peut très bien faire du big data. Déjà, les socles sont open source, donc déjà sont pas coûteux. Et après, notre but c'est de démocratiser ça, donc c'est que ça soit simple à utiliser. Donc si c'est simple à utiliser, du coup, ça va permettre que vous n'aurez pas énormément de formation, énormément de courbes d'apprentissage qui va faire que votre projet va être coûteux. Alors le big data, sur la gauche, on a déjà la production, donc là qui a lieu à l'extérieur souvent de votre système d'information. Donc ça peut être les social media, ça peut être des fichiers de log de votre site web que vous voulez avoir, que vous voulez comprendre un petit peu ce que font les gens sur votre site web, où ils cliquent, etc., faire de l'analyse comportementale. Ça génère des fichiers de log qui sont très volumineux. Si vous avez des gros, on va dire pas mal de visiteurs, il y a des gens comme Voyage SNCF, comme SFR qui utilisent Hadoop justement dans ce cadre-là pour pouvoir analyser leurs fichiers de log sur leur site web. Ça peut être tout ce qui est puce RFID, tout ce qui est capteur. Ça génère énormément de données. Donc, faut réussir après à les traiter. Dans les télécoms aussi, les CDR, les Call Data Records. Chaque fois que vous prenez un appel, vous terminez un appel, il y a des instructions en ligne qui arrivent. Et donc ça fait des milliards de lignes qu'il faut réussir à traiter. Donc toutes ces données, en fait, pour pouvoir déjà aller les collecter, les prendre, on va utiliser de l'intégration. On va pouvoir après faire il va falloir les stocker. Donc là, Hadoop, ce qui est intéressant dans Hadoop, c'est qu'on va pouvoir scaler
horizontalement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin à chaque fois de rajouter des CPU, rajouter de la RAM, vous allez plutôt rajouter des machines. Et vous savez très bien que quand on a des grosses machines, ça coûte très cher, et quand on veut en plus étendre ces grosses machines pour rajouter de la puissance, ça coûte encore plus cher, et des fois c'est même pas possible. Hadoop, en fait, vous allez plutôt acheter des petites machines que vous allez mettre bout à bout, et au fur et à mesure que vous en avez, vous allez pouvoir en mettre, et vous allez même pouvoir jouer un petit peu sur de l'élasticité, et des fois vous en avez besoin de plus, vous en prenez plus, des fois vous en avez besoin de moins, vous pouvez en laisser pour d'autres projets, vous pouvez laisser ces machines disponibles pour d'autres projets. Donc ça c'est assez intéressant. Et il faut bien sûr savoir que si vous voulez acheter un serveur, je sais pas moi, qui a 40 CPU, ça vous coûtera énormément plus cher qu'acheter 10 machines qui ont 4 CPU. C'est vraiment pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Ça vous permet aussi d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que au début de votre projet, vous avez un petit data center avec 10 nœuds, on va dire. Puis au fur et à mesure, vous voyez que vous avez de plus en plus besoin de traiter de données, et vous rajoutez des nœuds dans votre grille. Alors je parlais aussi, une fois qu'on a collecté les données, il faut aussi les qualifier, donc le Big Data Quality, pouvoir être sûr de ne pas avoir des données redondantes et des données assez nettoyées. Et on va pouvoir faire des traitements. Et là, après, il y a différents autres outils qui vont pouvoir se plugger à la fin de la chaîne pour pouvoir les analyser et pour pouvoir trouver des nouveaux moyens de répondre à vos problèmes via cette masse de données. Alors, pour écrire du Hadoop, si jamais vous allez sur le site d'Apache, vous téléchargez la distribution d'Hadoop. Alors en fait, on va vous parler de MapReduce et qu'est-ce que c'est? Il faudra que vous écriviez du Java. Et on dit MapReduce, en fait, il y a beaucoup plus que MapReduce quand on en fait beaucoup. Ça peut devenir assez complexe. Donc nous, en fait, notre idée, c'est de pouvoir démocratiser ça via des outils graphiques. Alors, ces outils-là, ils vont pouvoir supporter les différentes distributions Hadoop. Donc, il y a le Hadoop Vanilla, celui que vous pouvez aller chercher sur Apache. Et après, vous avez des sociétés qui sont créées et qui font des distributions Hadoop. Donc, il y a trois grosses sociétés, trois principales sociétés qui sont Hortonworks, Cloudera et Mapper, qui font des distributions Hadoop. Donc Hortonworks, c'est assez récente, elle date de juillet dernier, mais en fait c'est une spin-off de Yahoo, qui est le plus gros utilisateur Hadoop dans le monde. Et toutes ces personnes-là ont créé, on va dire, une société donc basée en Californie qui s'appelle Hortonworks, et ils ont aujourd'hui le plus grand nombre de committeurs sur la partie Hadoop. Donc c'est eux qui vont dire plus gérer la roadmap de Hadoop. Cloudera sont là depuis très longtemps. Ils sont là depuis 2007-2008 assez connus autour d'Hadoop. Et c'est la deuxième boîte qui a le plus de committeurs, qui fait beaucoup de patchs. Et une dernière société aussi que je voulais nommer, c'était Mapper aussi, qui est quand même aussi assez intéressante, qui a un petit peu modifié les modèles de persistance de la partie Hadoop pour optimiser, qui est également embeddé dans Greenplum. Donc après, vous verrez qu'il y a pas mal de sociétés comme Oracle ou même Microsoft qui sont passées sur Hadoop. Mais en fait, ils se basent sur des sociétés cœur, comme par exemple Microsoft se base sur Hortonworks. Oracle se base sur Cloudera. Donc c'est-à-dire si jamais vous prenez la distribution Big Data de Oracle, et à l'intérieur en fait c'est la distribution de Cloudera. Donc si vous pouvez faire des choses qui marchent sur Cloudera, ça marchera aussi sur le Big Data d'Oracle. Et pareil, Greenplum, il se base sur EMC Greenplum, il se base sur Mapper par exemple. À Talend, nous, on a des outils pour faire du Hadoop depuis un peu plus de 2 ans, où dans notre version 4.0, on faisait uniquement des entrées-sorties, donc tous les connecteurs avec HDFS.
Donc HDFS, c'est Hadoop Distributed File System. C'est le système de fichiers d'Hadoop qui permet de stocker l'ensemble des données. Puis après, tous les 6 mois, on a sorti des nouvelles versions avec à chaque fois des nouveaux frameworks. Parce qu'en fait, autour d'Hadoop, on a un certain nombre d'écosystèmes qui se sont bâtis. Donc on a par exemple Hive et Scoop qui vont permettre de faire un petit peu comme du SQL pour Hadoop. Donc à la place d'aller coder du Java, on va plutôt coder du SQL. Pig, ça va être comme du script, comme du script. HBase, c'est du NoSQL, donc c'est une base de données NoSQL. Et hcatalog et Oozie, donc hcatalog c'est pour mettre des métadonnées dans Hadoop. Alors aujourd'hui c'est encore dans l'incubateur de Hadoop, hein. C'est pas encore un projet mature, mais il peut déjà être utilisé, hein. Il y a beaucoup de projets incubateurs qui sont utilisés. Et Oozie c'est pour faire du provisioning, du scheduling, du monitoring de job Hadoop. Donc comment ça se présente? Alors c'est un outil basé sur Eclipse avec un certain nombre de composants. Donc aujourd'hui, on a 500 connecteurs, et là, ceux qui sont dépliés ici, c'est tous les connecteurs spécifiques à Hadoop. Donc en fait, on va drag and dropper des composants pour pouvoir faire des flux, et ça va générer derrière du Hadoop. Donc ça va générer des fois du MapReduce, des fois du Hive qui lui-même va générer du MapReduce en dessous après, des fois du Pig qui va lui-même générer du MapReduce. Mais en fait, le but, c'est que vous n'ayez pas à vous soucier de ça, vous ayez juste à utiliser des interfaces graphiques. Alors pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Ah, je suis pas en... Ok. Donc là, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça marche. Donc en fait, on va aller déposer des composants. Donc là, il va falloir faire la connexion à Hadoop. Donc au début, il y a un certain nombre d'informations techniques, le name node, le chef d'orchestre, on va dire, où c'est qui se situe, quel est son IP, son adresse IP, le user qui va se connecter, puis après un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir rajouter. Donc là, par exemple, c'est des propriétés de réplication. Parce qu'en fait, sur Hadoop, dans la vraie vie, on va essayer de répliquer les données. Alors, il y a des règles, hein, ça va dépendre de vos données, ce que vous en faites, mais par exemple, vous allez répliquer 3 fois vos données sur l'ensemble de la grille. Après, on va aller prendre des données qui viennent d'une base de données tout à fait classique. Donc là, c'est un MySQL. Donc on va configurer pour pouvoir réussir à accéder. Donc ces données, il faut savoir qu'on est metadata driven. C'est-à-dire que ces données, elles peuvent venir vraiment de n'importe où. Là, dans l'exemple, c'est une base de données, mais ça pourrait très bien être des fichiers de log, ça pourrait être des fichiers XML, ça pourrait être du Salesforce, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Et de là, donc là, on définit les schémas. Alors, on peut aussi directement les récupérer de la base de données si on veut. Donc là, on va récupérer des données sur des personnes avec des prénoms, des noms, des salaires, etc. Donc, ces différentes données sont bien sûr typées. Et à partir de là, on va pouvoir envoyer ces données-là. Alors, je vais juste créer la requête SQL, voilà. On va pouvoir les envoyer dans Hadoop. Donc, pour les envoyer dans Hadoop, il va falloir juste dire à quel endroit on les met. Donc, c'est un file system. Donc là, on les met dans un certain répertoire, /user, /talent, /out.csv. Et ça suffit. Et là, grâce à ça, on va pouvoir lancer notre job. Et il va prendre les données de MySQL pour pouvoir... Ah, excusez-moi. Bon, je sais pas ce qui est, ça s'est mis en veille. Donc là, ça les a mis, on va dire, dans Hadoop. Donc là, voilà, là on les voit au sein d'un file system qui est sur Hadoop. Après, par la suite, on va pouvoir, par exemple, dans l'exemple, on va reprendre ces données-là pour aller les relire. On va les prendre d'Hadoop pour, par exemple, faire un fichier. Donc là, on a été mettre un composant HDFS input. On a un mapper qui va nous permettre de retrouver nos données et de pouvoir faire nos mappings. Donc là, encore une fois, c'est graphique. Derrière, bien sûr, ça va générer du Java, mais ça, on n'est pas obligé de le savoir. Alors, si on connaît Java, on peut directement utiliser même du Java, injecter du Java. Là, par exemple, on fait un to uppercase pour mettre en majuscule le prénom, voilà. Et là, on va concaténer avec un espace et on va drag and dropper le last name.
Donc là, ça suffit pour aller faire comme ça des petites transformations. Et la sortie, je vais la mettre dans un fichier, dans un fichier CSV. Donc là, on va lancer l'exécution et puis bon, on retrouve un fichier CSV qui récupère nos données avec notre petite transformation, la majuscule et la concaténation. Désolé. Alors ça, c'était juste des entrées-sorties. On peut bien sûr aussi faire de la transformation. Donc là, en fait, vous voyez des composants qui vont faire du distinct, qui vont faire de l'agrégation, qui vont faire du filtering. Et comme tout à l'heure, ça va être la même chose, ça va être du graphique. Donc c'est-à-dire que vous allez rentrer, on va dire, des informations dans des formulaires. Alors on peut aussi faire de l'ELT avec Hadoop, donc c'est-à-dire qu'on va aller générer un pseudo SQL qui va être en fait compris par un framework qui s'appelle Hive, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est comme du SQL. Et mon dernier slide, il est juste autour du provisioning, monitoring et scheduling. Donc un job après, vous pouvez le faire tourner sur votre machine, mais souvent ce qu'on veut c'est le faire tourner dans la grille. Et donc là on a des outils pour directement aller déployer, on va dire, l'ensemble du code qu'on a généré, pour aller le scheduler, pour dire par exemple ça va tourner toutes les minutes de telle heure à telle heure, et on va pouvoir monitorer l'ensemble des jobs qui sont passés, leur statut. On va pouvoir même aller jusqu'au l'ensemble des MapReduce qui a été généré par le job pour avoir vraiment un monitoring on va dire assez fin. Voilà, c'est la fin. Je ne sais pas si je peux prendre une ou deux questions. Oui. S'il y a une ou deux questions. Oui. Alors, vous pouvez injecter du code. Donc, c'est-à-dire que vous avez des composants. Vous pouvez créer votre propre MapReduce et puis après utiliser d'autres fonctionnalités pour le scheduler, pour le provisionner, etc. Vous pouvez, si jamais vous connaissez un peu Pig par exemple, vous pouvez aller, moi il y a quelque chose que je veux faire plus facilement en code Pig que via des interfaces graphiques, donc il y a un composant pour aller injecter du code que vous-même vous aurez fait. Donc ça c'est tout à fait possible. Et vous pouvez aussi bien sûr créer vos propres composants si vous voulez, pour des choses que vous faites souvent, et créer l'interface graphique qui va bien devant. Il n'y a pas besoin de connaître Eclipse. Il y a un framework qui permet en XML de déclarer quels sont les champs que je veux montrer à l'utilisateur et comment je vais générer du code derrière. Oui. Vous avez parlé de connecteurs sociaux, des connecteurs de... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous avez des connecteurs qui vous permettent d'écrire un tweet ou de récupérer des tweets par exemple. Vous avez vraiment des connecteurs sur l'ensemble. En fait, on vient de la data intégration, donc on vient de récupérer des données, qu'elles soient n'importe où, dans n'importe quel format, et pouvoir après les transformer et les remettre aussi, on va dire, dans n'importe quel... D'accord. Ah bah, si le format change, il faut le prévoir dans le job, ça c'est sûr. Si jamais vous changez de base de données, il va falloir faire... Après, on a des outils d'impact analysis qui vont permettre de juste changer la source ou la target, et ça va impacter tous les jobs qui ont utilisé cette source ou cette target, parce que, je sais pas moi, le format de table a changé par exemple. Voilà, je suis désolé, c'est la fin, je ne peux pas prendre d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention.